En France, de plus en plus de personnes se tournent vers la naturopathie, séduites par l'idée que le naturopathe va trouver la cause profonde de leurs maux, là où la médecine conventionnelle ne ferait que masquer les symptômes avec des traitements. Alors cette vidéo propose d'analyser de près cette promesse du causalisme en naturopathie. Comment les naturopathes prétendent identifier la cause de nos symptômes sans être médecins et surtout avec quelles preuves scientifiques. Nous verrons comment se déroule aussi l'anamnèse d'un naturopathe, quelles observations et tests il utilise et si son raisonnement tient la route face à la méthode scientifique. Alors peut-on vraiment trouver la cause d'une maladie en dehors du cadre médical? C'est ce que nous allons voir ensemble. Dès la première consultation, le naturopathe annonce la couleur. Il va jouer les détectives pour remonter à l'origine des troubles. Alors, contrairement à un rendez-vous médical qui est souvent bref, la première séance de naturopathie dure en général entre 1 à 2 heures. Le praticien va commencer par un questionnaire approfondi, qu'on appelle aussi anamnèse, qui va passer en revue l'hygiène de vie du consultant, ses habitudes alimentaires, son sommeil, son niveau de stress, ses antécédents médicaux, personnels et familiaux, son niveau d'activité physique, son environnement, etc. L'anamnèse, c'est le moment du détective, explique une naturopathe sur son site internet, décrivant comment elle va interroger pointilleusement chaque système, digestion, système nerveux, hormones, articulations, pour noter en fait les dysfonctionnements et cerner les organes forts ou faibles du client. Alors l'entretien se veut holistique et bienveillant. Le naturopathe écoute longuement des clients, souvent en quête d'une oreille attentive, parfois absente de notre système de santé classique, je l'avoue. Alors, exemple concret, lors d'un entretien typique, le naturopathe peut découvrir qu'une personne souffrant de migraine a un mode de vie stressant, un sommeil perturbé et une alimentation riche en sucre rapide. Donc, au lieu de donner simplement un antidouleur qu'il ne peut pas faire, bien sûr, mais c'est ce qu'il va reprocher au médecin de faire, il va considérer que ces facteurs sont la cause réelle de ces migraines. Donc, il pourra ainsi expliquer à son client que son terrain nerveux est épuisé ou que son foie est surchargé de toxines, provoquant ainsi ses maux de tête. Et il va proposer des changements de mode de vie en conséquence. Donc après ce long interrogatoire, en fait, le naturopathe synthétise les informations dans un bilan de vitalité censé refléter le terrain de la personne. Alors, plutôt qu'un diagnostic médical, ce bilan va décrire des déséquilibres énergétiques et des prédispositions. Donc, on y retrouve des notions héritées de la tradition hippocratique, donc la constitution de l'individu, c'est-à-dire son profil génétique ou morphologique, son tempérament, donc l'évolution du terrain au fil du temps, et sa diathèse, donc l'état actuel de ses réserves et faiblesses. Le postulat est que le corps parle et exprime un dérèglement intérieur qu'il faut décoder. Contrairement à une approche qui masque les symptômes, la naturopathie cherche à en comprendre la cause profonde en tenant compte de la personne dans sa globalité. Corps, esprit, émotions, histoire personnelle et environnement. Ainsi, le naturopathe affirme ne pas traiter une maladie ou des symptômes, mais corriger sa cause pour rétablir l'équilibre général du corps. En pratique, à l'issue de cette première séance, le client repart avec un programme d'hygiène de vie individualisé, comportant généralement des ajustements alimentaires, des conseils de gestion du stress, des exercices de respiration, d'activité physique. Donc le naturopathe peut par exemple recommander de réduire le sucre industriel, d'ajouter des légumes verts pour détoxifier le foie, de pratiquer la cohérence cardiaque contre le stress ou encore de faire une cure de compléments en magnésium et vitamine B pour recharger l'organisme. L'objectif affiché est préventif et éducatif. Responsabiliser la personne pour qu'elle devienne actrice de sa santé, plutôt que de simplement calmer les symptômes. Alors sur le papier, cette approche globale et longue durée semble idéale. Mais sur quoi s'appuie-t-elle concrètement pour identifier la cause des troubles? Eh bien, c'est ce que nous allons examiner. Alors, outre le questionnaire, le naturopathe utilise l'observation physique comme outil de diagnostic, de bilan. Dans la plupart des écoles de naturopathie, on enseigne que la morphologie et certains signes externes du corps reflètent l'état des organes internes et du terrain du client. Alors par exemple, lors de l'examen morphologique, le naturopathe peut observer l'allure générale, la posture, la musculature, la forme du visage, le regard, la voix, la gestuelle, pour évaluer le niveau de vitalité de la personne. Donc un teint pâle et des cernes pourront être interprétés comme un foie surchargé, des ongles cassants comme un manque de minéraux, une poignée de main moite comme un excès de toxines, et j'en passe.
La langue est également scrutée, hein. Un enduit blanchâtre sur la langue fait penser souvent à une candidose ou à une mauvaise digestion. Une langue fissurée pourrait indiquer un terrain déshydraté ou des carences. Et donc cette logique est souvent empruntée à la médecine traditionnelle chinoise. Alors un autre outil qui est parfois utilisé par les naturopathes est l'iridologie. Et oui, de nombreux naturopathes en fait pratiquent cette technique vieille de plus d'un siècle qui prétend décoder dans l'iris de l'œil les faiblesses organiques du corps. En fait, le postulat est que aux différentes zones de l'iris correspondraient en fait les organes du corps. Donc une tache ou strie à un endroit donné pourrait révéler un trouble latent du foie, des reins, du système nerveux. Donc en consultation, le naturopathe peut ainsi prendre le temps d'observer vos iris à la loupe ou à l'aide d'une photo grossie et annoncer par exemple: vous voyez cette petite tache marron vers le haut de votre iris droit? Eh bien, elle correspond à la zone de l'estomac. Cela suggère que votre digestion est perturbée, probablement une hyperacidité qui cause vos reflux. Et ce type de diagnostic par l'iris est fréquent. Alors la profession parle pudiquement d'indice de terrain plutôt que de diagnostic, mais l'idée transmise au client est claire. Je vous ai trouvé la cause, votre organisme est encrassé ici, il faut le nettoyer. Alors qu'en dit la science? Sans détour, hein, ces méthodes ne reposent sur aucune validation scientifique. L'iridologie, par exemple, a été testée à de multiples reprises et a systématiquement échoué. Des études contrôlées ont montré que les iridologues n'arrivent même pas à identifier correctement des maladies connues à partir de photos de l'iris. En fait, pas mieux que le hasard. Pire, pour un même patient, différents iridologues font souvent des diagnostics très différents, voire contradictoires. En 1988, un médecin a publié dans le British Medical Journal une expérience édifiante sur des photos d'iris de 39 patients ayant des calculs biliaires et d'un groupe sain, donc d'un groupe témoin. 5 iridologues n'ont pas su distinguer les malades des témoins. L'un d'eux a diagnostiqué par des calculs chez 49% des malades et aussi chez 51% des personnes saines, soit un résultat équivalent en fait au pile ou face. Donc conclusion sans appel, l'iridologie n'est ni sensible ni spécifique, son taux de détection n'est pas meilleur que la chance. En termes simples, regarder l'iris ne permet pas de savoir de quelle maladie souffre une personne malgré les belles cartes colorées reliant chaque recoin de l'iris à un organe du corps. Et il en va de même pour l'examen de la langue ou des ongles. Alors bien sûr, certains indices physiques peuvent orienter un médecin. Par exemple, une langue très dépapillée peut évoquer une carence en vitamine B12. Des ongles en cuillère peuvent signaler en fait une carence en fer. Mais la naturopathie généralise à l'excès ces correspondances sans validation clinique. Affirmer qu'une langue chargée indique forcément une candidose digestive ou que des cernes traduisent des toxines accumulées dans le foie, ce sont des interprétations empiriques issues du vitalisme, pas des vérités établies. Aucune étude robuste ne vient confirmer que l'on peut diagnostiquer les causes d'un mal de tête ou d'une fatigue chronique en observant la géographie de la langue ou la forme du visage. Or, c'est exactement ce que prétend le naturopathe via son concept de terrain. Selon la théorie du causalisme naturopathique, le symptôme n'est que la partie émergée de l'iceberg. En dessous se cache un terrain déséquilibré, souvent encrassé par des humeurs toxiques qu'il faut identifier et purifier pour que les symptômes disparaissent. Alors cette vision s'inspire directement de l'humorisme antique, la théorie des humeurs, et de la notion de toxémie popularisée par les hygiénistes par le 19e siècle. Elle n'a jamais été démontrée scientifiquement. La biologie moderne ne reconnaît pas l'existence de cols ou de cristaux qui circulent dans nos humeurs et causant maladie, pas plus qu'elle ne cautionne l'idée en fait d'une énergie vitale mesurable dans la pupille ou sur la langue. Pour la science, en fait, les maladies ont le plus souvent des causes multiples, génétiques, environnementales, infectieuses, et non une cause unique et systématique visible sur un iris ou sur une langue. En résumé, l'observation clinique du naturopathe n'apporte en fait aucune preuve tangible sur l'origine d'un symptôme. En fait, elle repose sur des analogies et des croyances pré-scientifiques. Mais malgré cela, beaucoup de clients se laissent convaincre en voyant le sérieux avec lequel le praticien va scruter en fait leurs yeux ou leur langue.
Oh là là, il prend le temps, lui, il cherche vraiment d'où vient mon problème. Et cette satisfaction du patient à être ainsi décodé ne doit pas faire oublier que ces décodages n'ont aucune fiabilité médicale. Mais le naturopathe ne s'arrête pas là, hein. Pour conforter ses hypothèses sur la cause, il fait aussi appel à des tests de laboratoire qui sont en fait tout aussi contestables. Et oui, de plus en plus de naturopathes complètent leur bilan en orientant le patient client vers des examens biologiques non prescrits habituellement en médecine générale. L'idée est de détecter des déséquilibres subtils que la médecine allopathique pourrait ignorer. Alors ici, on ne parle pas des analyses de sang classiques qui sont prescrites par un médecin, hein, comme la glycémie, le cholestérol, NFS, entre autres, mais d'une batterie de tests dits spécialisés ou fonctionnels, souvent proposés par des laboratoires privés en partenariat avec ces thérapeutes alternatifs. Exemple, vous avez les dosages des vitamines et des oligoéléments à tout va, vitamine D, B12, zinc, sélénium, même sans signe clinique évident de carence, hein. Vous avez la mesure de l'homocystéine sanguine, vous avez le bilan des acides gras oméga 3, oméga 6, les tests d'intolérance alimentaire IgG, les dosages salivaires du cortisol sur 24 heures, le statut des hormones sexuelles dans la salive ou l'urine, etc. En fait, l'idée, c'est de détecter des déséquilibres subtils que la médecine classique négligerait afin de remonter en fait à une cause fonctionnelle. Par exemple, une fatigue attribuée à un taux bas de vitamine D, des troubles de l'humeur liés à un déséquilibre oméga 3, oméga 6. Mais le problème n'est pas tant la fiabilité technique de ces tests, hein. Ils peuvent être très précis en laboratoire, mais leur interprétation et leur pertinence clinique. Beaucoup de ces paramètres varient en fait énormément d'un individu à l'autre sans signifier maladie. Par exemple, parmi ces tests dits fonctionnels, on retrouve fréquemment le dosage de l'homocystéine sanguine. Alors l'homocystéine, c'est un acide aminé dont un taux élevé peut être associé en fait à un risque cardiovasculaire. Et certains naturopathes y voient un marqueur général de détoxification inefficace. Donc, il va demander souvent au client de faire doser son homocystéine, hein, par son médecin ou via un laboratoire privé pour ensuite recommander des cures de vitamine B, de zinc ou de méthionine censées corriger ce taux et ainsi prévenir bien des maux. Or, en pratique médicale, l'homocystéine n'est pas utilisée en fait en dépistage systématique, hein. Elle peut augmenter pour de multiples raisons, carence en B12, tabagisme, problèmes rénaux, et sa correction isolée n'a pas démontré de bénéfices cliniques clairs sur la prévention des maladies. En fait, sans diagnostic médical approprié, doser ce paramètre peut aboutir à sursupplémenter le patient en vitamines sans justification ou même à lui faire craindre un risque imaginaire. Vous avez aussi les tests d'intolérance alimentaire IgG. C'est un grand classique en naturopathie. Lorsqu'un patient se plaint de troubles digestifs, de fatigue ou de d'autres symptômes vagues, le praticien va suggérer un bilan d'intolérance retardé en laboratoire, donc par une prise de sang ou même des fois une mèche de cheveux envoyée à l'étranger. Le test mesure des anticorps IgG dirigés contre des dizaines d'aliments courants et va rendre un joli rapport listant ceux pour lesquels le patient aurait un score élevé d'IgG, interprété comme une hypersensibilité alimentaire. En réalité, la communauté allergologique est unanime à dénoncer ces tests IgG comme non fiables et trompeurs. L'Association française d'allergologie rappelle que les dosages d'IgG anti-aliments ne doivent pas être considérés comme un test diagnostique d'intolérance et que leur utilisation devrait être réservée à la recherche. En fait, ces tests, qui sont commercialisés sans l'autorisation de la NSM et sans contrôle de qualité, peuvent produire en effet des résultats qui sont peu reproductibles et difficiles à interpréter. En fait, la présence d'IgG contre un aliment peut être tout à fait normale, hein, puisque notre organisme en fait produit naturellement des IgG4 de tolérance alimentaire dès l'enfance, et avoir des IgG anti-lait ou anti-gluten n'implique pas qu'on y soit intolérant. En fait, cela peut simplement refléter qu'on en mange souvent. Et le danger de ces tests, hein, c'est de conclure en fait que le patient doit éliminer inutilement de nombreux aliments de son régime avec un risque de carence ou de retard de diagnostic d'une vraie maladie, hein. Par exemple, on peut confondre une maladie cœliaque avec de prétendues intolérances multiples. En France, vous avez un médecin biologiste qui a même été sanctionné par l'Ordre des médecins pour avoir fait la promotion justement commerciale de ces tests IgG infondés.
Mais pourtant, il reste prisé par certains naturopathes qui y voient la preuve que le corps réagit négativement à tel ou tel aliment et c'est donc la cause de vos symptômes. En réalité, ces bilans IgG n'ont aucune validité clinique établie et peuvent induire en erreur. Vous avez aussi les bilans salivaires hormonaux. Dans le cas de troubles hormonaux comme le syndrome prémenstruel, les fatigues surrénaliennes, les troubles thyroïdiens, il est arrivé que des naturopathes conseillent des dosages d'hormones dans la salive. Cortisol salivaire dans la journée, mélatonine, hormones sexuelles salivaires. Et l'argument est que en fait, ces dosages seraient plus représentatifs de l'activité hormonale libre dans le corps sur 24 heures que les prises de sang ponctuelles. Alors, s'il est vrai que la mesure du cortisol salivaire a quelques indications précises en médecine, on a le diagnostic en fait du syndrome de Cushing par exemple, son utilisation sauvage pour diagnostiquer une hypothétique fatigue des surrénales n'est pas reconnue, d'autant que la fatigue surrénale n'est pas une maladie médicale avérée, mais un concept en fait popularisé en médecine alternative. Et là encore, sans encadrement, ces tests en fait peuvent conduire à diagnostiquer à tort un déséquilibre hormonal et à supplémenter le patient en hormones ou en plantes, par exemple donner de la DHEA hors de tout cadre sécurisé, et cela peut être dangereux. Aucun consensus médical ne valide ces bilans salivaires multiples pour évaluer un trouble hormonal fonctionnel. Il risque surtout de faire perdre en fait du temps aux patients, alors qu'une consultation avec un endocrinologue classique, avec examen validé, serait plus appropriée. Alors, je peux vous citer d'autres exemples. On peut citer aussi les analyses de microbiote intestinal qui sont très en vogue, mais encore très expérimentales pour en tirer des diagnostics individuels. Vous avez les tests de métaux lourds, vous savez, la mesure des minéraux dans les cheveux ou par biologie de terrain. Vous avez le dosage d'anticorps anti-candidats pour prouver une candidose chronique systémique et j'en passe. Ces examens supposément pertinents selon les naturopathes ne le sont pas en fait aux yeux de la science. Ils peuvent même être potentiellement dangereux en ce sens en fait parce qu'ils vont donner en fait un vernis pseudo-scientifique au discours du praticien. Et un patient qui va voir en fait des résultats chiffrés hors normes sur un compte-rendu de laboratoire pourrait être conforté dans l'idée qu'il a enfin trouvé la cause objective de ses symptômes. Par exemple, j'ai trop de candidats dans le sang ou j'ai des marqueurs d'inflammation dans le microbiote. Alors qu'en réalité, ces tests n'ont pas de valeur de diagnostic validée ou peuvent être de simples en fait variantes normales. Et pendant ce temps-là, la vraie cause médicale du symptôme, elle peut rester non explorée ou non traitée. Alors, il faut souligner que souvent, ces examens sont réalisés en dehors de toute prescription médicale. Certains naturopathes orientent le patient vers des laboratoires privés ou leur demandent de commander des tests en ligne, vous savez, les kits de prélèvement à domicile. Et vous avez aussi des naturopathes qui vont inciter le consultant à demander à son médecin traitant de prescrire telle prise de sang parce que c'est mon naturopathe qui l'a demandé. Et là, ça place le médecin en fait dans une position délicate parce que s'il le refuse par souci de pertinence, le patient va dire voilà, mon médecin ne veut pas faire mes examens. Et puis s'il les accepte, du coup, ils vont cautionner implicitement la démarche du naturopathe. En fait, dans tous les cas, le naturopathe dépasse ici son champ de compétences légales. En France, le Code de la santé publique rappelle que mettre en place une thérapeutique ne peut se faire sans qu'un diagnostic n'ait été établi. En fait, seul un médecin ayant les connaissances nécessaires peut poser le diagnostic d'une maladie. Or, prescrire ou interpréter des examens biologiques en vue d'identifier une pathologie revient de facto à poser un diagnostic médical. Les naturopathes, eux, en font un usage quasi systématique, souvent pour justifier en fait leurs conseils. Un complément en B12 par-ci, une chélation de métaux par-là, un régime sans gluten parce que vous avez des IgG élevés contre le blé, et j'en passe. Et là, on touche à la question centrale. Quand le naturopathe affirme avoir trouvé la cause réelle des symptômes grâce à son bilan et à ses tests, n'est-il pas en train de poser un diagnostic médical déguisé ? Alors officiellement, les naturopathes se défendent de faire des diagnostics. Leur code de déontologie interne le stipule et nombre de sites de naturopathes affichent une formule du type « Le naturopathe ne pose aucun diagnostic médical, ne modifie pas un traitement en cours et oriente vers un médecin si besoin ».
Mais sur le terrain, la réalité est un peu plus trouble, puisqu'en pratique, les naturopathes ne cessent de prétendre déterminer les causes réelles et profondes de vos maux, de vos symptômes. Alors, ils parlent de bilan de vitalité au lieu de diagnostic, de terrain acidifié, de carence en neurotransmetteurs ou de dysbiose intestinale au lieu de maladie clairement définie. Mais en fait, pour le client, la conclusion est la même. On lui révèle enfin pourquoi il va mal. Alors, comme le résume un collectif d'enseignants en sciences critiques, changer l'étiquette du bocal n'en modifie pas le contenu. En l'occurrence, appeler bilan de santé holistique, ce qui est en réalité un diagnostic non médical bien sûr, ne le rend pas plus légal ni fiable. Diagnostic ou pas, la loi est claire. Selon l'article L 4161-1 du Code de la santé publique, exerce illégalement la médecine toute personne qui prend part habituellement à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladie sans être titulaire du diplôme de docteur en médecine. Donc, dès lors qu'une personne non médecin identifie la nature ou la cause d'un problème de santé et propose un moyen de le traiter, elle tombe logiquement sous le coup de l'exercice illégal de la médecine. Donc, on comprend que la frontière est rapidement franchie par le naturopathe. Quand il vous annonce vous avez trop de candidats, c'est la cause de vos ballonnements, ou votre énergie vitale est épuisée, il faut la revitaliser pour que vos douleurs disparaissent, il pose un diagnostic implicite, même s'il évite en fait d'utiliser le vocabulaire médical officiel, il pose quand même un diagnostic. Alors, plusieurs naturopathes expérimentés connaissent en fait ce risque légal et adaptent leur langage pour un peu brouiller les pistes, comme le révèle le Cortex. En fait, on leur conseille en formation de ne pas parler de patients mais de clients, de ne pas utiliser le mot traitement mais accompagnement, ou encore de remplacer aromathérapie par aromatologie. Comme ça, ils n'attirent pas l'attention des autorités. Mais derrière ces euphémismes, le contenu, en fait, reste bien d'établir ce qui cloche chez la personne et d'y remédier, c'est-à-dire un acte thérapeutique qui est réservé aux professions médicales. Plusieurs affaires récentes montrent en fait que la justice commence à sévir. En 2021, le naturopathe Miguel B. a comparu pour exercice illégal de la médecine et usurpation de titre après le décès de 2 de ses clients atteints de cancer. En fait, il leur avait conseillé des jeûnes et des purges pour aider le corps en lieu et place de la chimiothérapie, allant jusqu'à leur dire en fait, ce serait dommage que tu fasses cette chimio. Et le résultat a été tragique puisque l'un des patients qui souffrait en fait d'un cancer des testicules au pronostic très favorable a vu son cancer en fait se généraliser et est décédé à 41 ans faute de soins efficaces reçus à temps. On a une autre affaire en 2023, le naturopathe Éric G a été mis en examen après la mort de 2 personnes lors de ses stages de jeûne. En fait, ces victimes, encore une fois atteintes de cancer, auraient été sous l'influence du praticien et détournées de traitements conventionnels qui auraient pu les soigner. Et ces cas extrêmes illustrent la perte de chance médicale que peut induire en fait un diagnostic naturopathique erroné. En croyant suivre la vraie cause identifiée par le naturopathe, dans ces cas-là, une prétendue nécessité de détox ou de jeûne purificateur, les patients ont abandonné ou retardé des thérapies qui sont éprouvées avec parfois une issue fatale. Alors, sans aller jusqu'à ces drames, il est fréquent en fait que la recherche de causes versions naturaux entraîne quand même un retard de diagnostic. Par exemple, une femme qui est épuisée à cause d'une hypothyroïdie légère peut perdre des mois en régime anti-acidifiant ou avec des compléments pour ses surrénales parce qu'un bilan naturopathique a conclu qu'elle avait un terrain acide et des glandes fatiguées. Et pendant ce temps-là, la véritable hypothyroïdie progresse et n'est pas traitée correctement. Par exemple, un autre confond des douleurs articulaires inflammatoires avec un simple terrain acide à corriger par l'alimentation peut retarder aussi le diagnostic d'une polyarthrite ou d'une autre pathologie rhumatologique sérieuse. Le raisonnement causal naturopathique est souvent intuitif et monocausal, là où la médecine raisonne de manière méthodique et multicausale. En fait, un médecin, face à un symptôme, va formuler plusieurs hypothèses. C'est ce qu'on appelle les diagnostics différentiels. Et va les tester par des examens objectifs pour trouver en fait là où les causes avérées.
il sait aussi qu'il peut avoir plusieurs causes intriquées, hein. Par exemple, un mal de tête peut venir à la fois d'un stress ou d'un problème visuel. Le naturopathe, lui, va chercher une explication unificatrice dans son système de pensée. C'est soit un déséquilibre alimentaire, soit des toxines, soit un choc émotionnel ancien. Et puis après, on a aussi, vous savez, la cause de la cause, donc une cascade qui va mélanger physique, émotionnel et spirituel. Et cette approche peut sembler séduisante car elle va donner en fait une réponse claire et simple au patient. Votre intestin est perméable, tout vient de là. Mais la réalité biologique, elle est rarement aussi simple. En fait, ces causes posées par le naturopathe ne sont pas vérifiées par des études cliniques. Il n'y a, par exemple, il y a aucune publication solide qui démontre que l'hyperperméabilité intestinale va expliquer la majorité des migraines ou des dépressions ou que l'excès de candidose est responsable de la fatigue chronique. Pourtant, ces diagnostics alternatifs sont courants dans le milieu. Bruno Falissard, un professeur de santé publique, souligne d'ailleurs qu'il manque totalement de données scientifiques sur l'efficacité de la naturopathie. En fait, on ne sait pas qui est naturopathe, qui va les voir, on manque vraiment d'études pour évaluer ces pratiques. Et vous savez que les naturopathes ont cette possibilité de publier des études scientifiques. Je ferai une vidéo spécifique sur ça. Donc en clair, on ne dispose pas de preuves publiées que la démarche naturopathique trouve des causes, que la médecine aurait raté et qu'agir sur ces causes améliore la santé du patient client. Et ces succès qui sont mis en avant restent anecdotiques ou basés sur le ressenti, mais pas sur des critères qui sont objectifs, mesurés scientifiquement. Alors, il convient aussi de corriger une idée reçue habilement exploitée par certains naturopathes. La médecine conventionnelle ne traite que les symptômes, pas les causes. Et cette affirmation est trompeuse. Certes, un médecin donnera volontiers un antalgique pour soulager une douleur, donc c'est un traitement symptomatique, mais il cherchera en parallèle la cause de la douleur, infection, lésion, entre autres, par des examens et des analyses. Toute la démarche médicale consiste justement à poser un diagnostic étiologique de cause. C'est le cœur du travail du médecin que de trouver pourquoi le patient souffre avant de proposer un traitement ciblé. Alors bien sûr, il existe des maladies dont la cause reste encore inconnue ou complexe et dans ces cas, la médecine gère les symptômes du mieux possible en attendant mieux. Mais opposer médecine et cause, c'est un faux procès. Alors un exemple simple, face à un ulcère d'estomac, le médecin va rechercher la présence d'une bactérie qui peut être la cause infectieuse de l'ulcère et la traiter par antibiotiques. Il ne se contente pas de donner juste un pansement gastrique. Un naturopathe, lui, peut expliquer cet ulcère par un terrain acide dû au stress et proposer, je sais pas, du jus de chou. Et il prétend agir sur la cause, mais en réalité, il risque de passer à côté de la vraie cause bactérienne démontrée et de laisser l'ulcère empirer. Et cet exemple illustre que le raisonnement intuitif du naturopathe peut tomber à côté quand il s'agit de pathologies avérées. Alors son approche peut être très utile sur le terrain du bien-être, hygiène de vie, gestion du stress, pour accompagner la santé. Mais dès qu'on parle de cause de maladie ou de symptômes, il sort de son périmètre de compétences et de la rationalité scientifique. Alors à ce stade, une question s'impose. Comment se fait-il que des naturopathes s'autorisent à déterminer des causes profondes de problèmes de santé alors qu'ils ne sont pas médecins ? Eh bien, une partie de la réponse tient à leur formation et au flou juridique autour de cette profession en France. D'abord, il faut savoir qu'il n'existe aucune formation diplômante de naturopathie reconnue par l'État en France. Autrement dit, n'importe qui peut se dire naturopathe sans titre universitaire. Dans les faits, la plupart suivent tout de même une formation dans une école privée de naturopathie, mais la qualité et la durée de ces cursus varient énormément. Certaines écoles proposent des stages intensifs de 6 mois, d'autres des programmes à temps partiel sur 1 à 3 ans, totalisant souvent autour de 1200-1600 heures de cours pour les écoles affiliées par exemple à la FENAR. À titre de comparaison, un médecin généraliste, lui, suit environ 9000 heures de formation universitaire et hospitalière sur au moins 9 ans d'études, sans compter la spécialisation éventuelle. Alors la différence de profondeur scientifique est énorme. Durant ses études, un médecin apprend l'anatomie, la physiologie, la pharmacologie, la sémiologie, qui est l'art d'identifier les signes cliniques, la pathologie, la chirurgie, entre autres, avec des examens exigeants et des stages pratiques encadrés en hôpital.
Le futur naturopathe, lui, reçoit un enseignement non encadré par l'université, souvent délivré par d'anciens naturopathes. Au programme typique, on a des notions de nutrition, de phytothérapie, d'aromathérapie, de techniques manuelles comme les massages bien-être, la réflexologie plantaire, mais aussi des modules beaucoup moins scientifiques comme l'iridologie, la morphopsychologie, l'énergétique, le décodage biologique des maladies, enfin bref, dont la validité n'est pas prouvée. Donc il y a peu ou pas de sélection à l'entrée, hein, pas de mémoire de recherche, encadré par exemple par des pairs scientifiques, hein, sauf parfois un mémoire interne à l'école hein, qui peut être fait, et aucun stage en milieu hospitalier n'est requis. La formation des naturopathes n'est donc pas validée par un diplôme d'État et aucune autorité sanitaire ne contrôle le contenu de leurs cours. Seule une ancienne certification privée, hein, un titre de conseiller en naturopathie qui a été inscrit au RNCP, avait un temps été reconnue, mais elle n'a pas été renouvelée par les autorités compétentes. Alors ce vide réglementaire fait que tout le monde, ou presque, peut s'autoproclamer naturopathe après une formation, ou même sans formation du tout, hein. Les praticiens sérieux en sont conscients et militent paradoxalement hein, pour plus d'encadrement, hein. Vous avez le syndicat des professionnels de la naturopathie qui, en 2023, a appelé l'État à organiser la délivrance de titres certifiés et à faire le ménage dans les formations peu sérieuses. Mais pour l'instant, en fait, il n'existe pas une naturopathie, mais des naturopathies aux pratiques hétérogènes, ce qui complique toutefois cette officialisation. Donc la conséquence, c'est que le public peut facilement être trompé sur les compétences réelles. Beaucoup imaginent qu'un naturopathe est un professionnel de santé complémentaire, ayant étudié longuement comme un kiné ou un diététicien. Or, il n'en est rien. Le Conseil national de l'ordre des médecins rappelle d'ailleurs que l'absence de réglementation permet à quiconque de se revendiquer naturopathe sans formation adéquate et que cela explique la méfiance d'une partie du public. Ou non, hein. Le Conseil de l'ordre souligne aussi que nombre de praticiens alternatifs utilisent des titres flous, hein, thérapeute, coach, docteur en non-médecine, pour brouiller les pistes, mais qu'à partir du moment où ils établissent un diagnostic ou proposent un traitement, ils sont en infraction. Alors, il ne s'agit pas ici de dénigrer toutes les connaissances enseignées en école de naturopathie, hein. Certaines notions de nutrition ou de gestion du stress sont tout à fait pertinentes et recoupent des recommandations de santé publique, mais le problème vient du décalage entre la formation limitée du naturopathe et la portée de ses actes. Identifier la cause d'une maladie ou d'un symptôme est un exercice complexe qui requiert une solide base en physiopathologie, en sémiologie et en analyse critique des examens. Les médecins y sont formés durant de longues années avec un contrôle continu de leurs acquis. Les naturopathes, même de bonne foi, n'ont pas cette profondeur d'entraînement scientifique. Leur cadre conceptuel, vitalisme, terrain, causalisme hippocratique, peut donner l'illusion d'expliquer bien des choses, mais ce cadre n'a pas été validé par la recherche moderne. Il demeure en fait au stade d'hypothèse ou de croyance. Alors dès lors, quand un naturopathe affirme « j'ai trouvé la cause de votre problème », il s'avance souvent au-delà de ce que sa formation limitée et l'état des connaissances permettent d'affirmer. C'est là une source potentielle de danger, hein. Eh oui. La quête de la cause authentique est légitime et séduisante. Face à des souffrances chroniques ou inexpliquées, il est humain en fait de vouloir aller à la racine plutôt que de simplement calmer les douleurs. Vous avez de nombreux patients qui arrivent chez le naturopathe déçus par un parcours médical où ils ont eu l'impression qu'on traitait leurs symptômes sans s'occuper d'eux globalement. Là, le naturopathe en fait va offrir du temps, de l'écoute, une approche individualisée. En fait, il va même proposer parfois des protocoles individualisés, hein, je dis bien parfois. Et en fait, cette relation d'aide personnalisée peut apporter un bien-être psychologique aux clients. Donc, par exemple, adapter l'alimentation et le mode de vie, encourager les clients à être acteurs de leur santé. Ce sont des démarches positives que la naturopathie promeut et qu'on ne peut en fait qu'encourager. D'ailleurs, la médecine conventionnelle évolue aussi vers plus de prévention et de globalité. Cependant, le risque survient lorsque cette relation de confiance va dériver en une emprise où le patient croit dur comme fer tenir la cause de ses maux et va négliger tout le reste. On le voit, hein, les autorités mettent en garde contre ces dérives sectaires, hein, puisque
On remarque quand même une hausse des signalements qui sont liés à des thérapeutes alternatifs qui ont une influence excessive sur leurs clients vulnérables. On a vu des naturopathes ou apparentés interdire à leurs clients des aliments de base au point de provoquer des dénutritions, de les couper de leur entourage médical en leur faisant perdre confiance parce que la médecine vous intoxique, ou encore les entraîner dans des pratiques ésotériques coûteuses pour soi-disant nettoyer leur aura, la cause spirituelle de leur maladie. Et ces cas extrêmes existent. Par exemple, l'été 2022 a vu cette polémique autour d'une figure de la naturopathie qui recommandait des pratiques dangereuses assimilées à des attouchements sur mineurs, discréditant l'ensemble de la profession. Alors, sans généraliser, il faut savoir que l'absence de réglementation ouvre la porte à des charlatans plus ou moins illuminés. Certains n'hésitent pas à se proclamer docteur en naturopathie alors que ce diplôme, il n'existe même pas en France, et à promettre des guérisons miracles en identifiant une prétendue cause métaphysique ou toxique à tous les problèmes. Alors même chez les praticiens sincères, les conséquences d'un mauvais diagnostic peuvent être sérieuses et on l'a déjà évoqué, les retards de diagnostic de maladies graves et les pertes de chances de guérison. Mais il faut aussi ajouter les dommages financiers. Ces consultations longues ne sont pas forcément remboursées. Une première consultation coûte souvent entre 60 et 120 euros. Les tests non conventionnels sont à la charge du patient, parfois plusieurs centaines d'euros pour un bilan d'intolérance ou de microbiote, sans parler des compléments alimentaires et autres cures prescrites à la suite. Vous avez des personnes qui se retrouvent avec un vrai arsenal naturel. Probiotiques, enzymes digestives, tisanes, vitamines, extraits de bourgeons, je sais pas, enfin voilà, qui engendrent des dépenses substantielles chaque mois. Et tout cela pour une efficacité qui n'est même pas démontrée. Et en plus, les résultats, ils se voient pas du jour au lendemain. Des naturopathes vous disent qu'il faut 2-3 mois de cure pour voir les résultats. Donc, un patient peut s'investir à corps perdu pendant des mois dans une voie qui ne mène même pas à l'amélioration parce qu'en fait, la cause identifiée n'était pas la bonne. Alors, pendant ce temps, sa souffrance continue, voire s'aggrave. Il y a aussi le risque des effets secondaires indirects. Par exemple, décréter qu'un patient a des métaux lourds à éliminer et lui faire prendre des chélateurs ou des fortes doses de compléments peut entraîner des troubles, des atteintes rénales, des carences induites. Bref. Et par exemple, même imposer des régimes restrictifs drastiques au motif d'une prétendue hypersensibilité alimentaire généralisée peut conduire à l'orthorexie, l'obsession alimentaire et une détérioration de la qualité de la vie sociale. Et on a aussi l'effet psychologique qui n'est pas à négliger. Quand on vous assène que votre cancer vient d'un choc émotionnel non résolu ou que si vous avez rechuté parce que vous n'avez pas assez purifié votre organisme, la culpabilisation et la confusion guettent. La personne peut se sentir en fait responsable de sa maladie puisqu'on lui a dit que la cause est en elle, que son mode de vie ou son passé émotionnel en est la cause, alors qu'en réalité, elle n'y pouvait peut-être rien. La survenue d'un cancer est multifactorielle et souvent aléatoire. Et cette culpabilisation du malade au nom de la cause psychologique ou hygiénique est une dérive régulièrement dénoncée. Elle ajoute en fait de la souffrance morale à la souffrance physique. Il faut vraiment se réveiller. À leur verdict, les naturopathes sont-ils capables d'identifier les causes de nos symptômes mieux que la médecine conventionnelle? Eh bien, à la lumière des éléments analysés, la réponse est clairement négative. Aucune preuve scientifique solide ne vient étayer la prétention naturopathique à trouver les causes profondes des maladies ou des symptômes. Bien au contraire, un nombre de techniques mises en avant, que ce soit les tests, l'iridologie ou autres, ont été invalidées ou jugées non pertinentes par la communauté scientifique. Le raisonnement causal naturopathique, en fait, reste empreint d'intuition et de doctrine ancienne, vitalisme, humorisme, plus que de faits vérifiés. Il mène souvent en fait à des explications simplistes. Tout vient de l'intestin, c'est à cause des toxines, c'est purement émotionnel, là où la réalité médicale est complexe et multifactorielle. Alors ce constat n'enlève en rien l'intérêt de certaines approches de naturopathie en termes de prévention et d'hygiène de vie. Sur le terrain du bien-être global, un naturopathe compétent, agissant en complément d'un suivi médical, peut aider un individu à mieux manger, à mieux gérer son stress, à être plus à l'écoute de son corps. Ce sont là en fait des objectifs louables et plusieurs patients en tirent un bénéfice subjectif. Mais cela ne signifie pas qu'ils découvrent des causes invisibles aux médecins. Dans le meilleur des cas, il va pointer des facteurs de mode de vie déjà bien connus, l'alimentation est déséquilibrée, sédentarité, surmenage, et accompagner le patient pour les améliorer, ce que pourrait faire aussi un diététicien, un psychologue ou même un éducateur de santé dûment formé. Dans le pire des cas, le naturopathe désigne une fausse cause et
en fait, s'égare en emmenant avec lui le patient dans cette erreur au détriment d'un diagnostic et d'un traitement validé. La différence cruciale est là. La médecine conventionnelle, avec ses limites et sa prudence, cherche sans cesse les causes en fait, à travers la recherche scientifique et va accepter la complexité et parfois l'incertitude du réel. La naturopathie, elle proclame avoir des réponses globales sans apporter la démonstration rigoureuse. En fait, la promesse de trouver la cause de vos symptômes en naturopathie relève plus du mythe ou du marketing qu'une réalité prouvée. Il est compréhensible en fait que des personnes en errance médicale y adhèrent par espoir ou par déception du système de soins, mais il convient de garder un esprit critique. Derrière le discours séduisant du causalisme naturopathique, il y a beaucoup d'affirmations non étayées et un risque réel de passer à côté de la vraie cause médicale d'un problème de santé. Les naturopathes, malgré leur bonne intention et même ce discours holistique qui se veut rassurant, n'ont pas les moyens scientifiques ni légaux pour identifier avec fiabilité les causes profondes de vos maladies, de vos symptômes. Leur prétention en la matière est donc fortement à relativiser pour ne pas dire à rejeter lorsque la santé du patient est en jeu.